Reçu. Et bien sûr, Président Roux, nous remercions le Président du Conseil général de nous accueillir ici en ses locaux pour cette deuxième rencontre. La première, initiée en 2011 par le CRPI, eh bien, nous recevions Dominique Adenau, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Clermont et président du SCOT du Gland Clermont, avec qui nous avons pu échanger sur le SCOT et sur le futur PLU. Les troisièmes rencontres en fin d'année qui nous permettront d'aborder le sujet BBC. Et aujourd'hui, Hélène Dartevel, bonjour et merci de votre présence parmi nous, de la DRAC Auvergne pour évoquer la nécessité des actions portées par cet organisme, mais surtout, et c'était votre volonté, bien venir ici présenter la collaboration nécessaire et constructive qu'il peut y avoir avec les différents acteurs des organismes qui sont présents aujourd'hui. Alors avant de vous laisser la parole, eh bien, Président Roux, d'abord peut-être rappeler ce CRPI de manière un peu plus générale, et puis pourquoi vous avez choisi avec votre équipe d'avoir aujourd'hui la DRAC présente à vos côtés. Bonjour à tous. J'espère que les quelques retardataires ne vont pas tarder. Il y avait une grève aujourd'hui donc des transports en commun, mais j'espère que tout le monde a pu prendre ou un vélo ou une voiture pour venir nous voir. Oui, bien entendu, merci Hélène Dartevel d'être présente ce matin. Nous avions donc au mois de mai reçu Dominique Adenau pour parler du Grand Clermont, du futur PLU. Et c'est vrai que pour cette deuxième matinée, vous accueillir, je trouve que c'est tout à fait intéressant dans la mesure où, on y reviendra tout à l'heure, des contraintes au niveau des professionnels de l'immobilier existent, des contraintes de tout ordre, bien entendu, mais la problématique de l'archéologie est importante, souvent mal connue de nos confrères, et je pense que ce matin, il est tout à fait intéressant que l'on puisse en discuter ensemble. Nous pourrons, je crois, vous ferez pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, un petit état de l'archéologie en Auvergne. Je pense, Marilus, que par la suite, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, on pourra répondre aux questions de la salle. Et puis, dans un deuxième temps, donc, vous évoquerez d'autres sujets de l'archéologie pour terminer ensuite la matinée, de nouveau, avec des questions avec la salle. Alors, en 2 secondes, vous rappelez quand même pourquoi nous sommes là. Le CRPI, c'est le Centre régional des professions immobilières. Ce CRPI, créé en 1969, donc il a aujourd'hui plus de 40 ans, il faut le faire vivre, il est bien évidemment au service des professionnels de l'immobilier et il est là surtout pour rassembler donc, les professionnels de l'immobilier et bien évidemment être source de propositions. Alors il y a les 6 grandes familles qui composent le CRPI avec les constructeurs de maisons individuelles, son représentant et président Sylvain Massonneau, les promoteurs immobiliers et Philippe Vigneron, qui n'est pas là, mais il ne va pas tarder, il m'a dit qu'il allait venir. Bien entendu, Laurent Gameau, qui représente les agents immobiliers, les aménageurs fonciers et Florent Massonneau, que j'ai vu tout à l'heure, les administrateurs de biens et puis les experts immobiliers. Donc aujourd'hui, toutes ces familles qui composent donc, le CRPI sont ou seront un jour confrontés avec la problématique des fouilles archéologiques. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'était de pouvoir vous recevoir, pouvoir anticiper, et puis surtout, parce que finalement, lorsque on sait ce qu'est la DRAC, on sait ce que sont les fouilles archéologiques, je ne dis pas que c'est facile, mais on arrive toujours à s'arranger, on arrive toujours à trouver une solution. Hélène Dartevel fait preuve à chaque fois, je ne dis pas d'ingéniosité, mais elle essaye toujours de faire le nécessaire pour que ce soit, pour nous, pas trop dommageable. Le tout, c'est qu'il faut effectivement anticiper et ne pas attendre le dernier moment en disant « vite, venez, solutionner le problème, et puis comme ça, je démarrerai ma construction ». Voilà, alors, on verra également la différence entre le diagnostic et les fouilles. Diagnostic qui est aujourd'hui mutualisé, fouille qui malheureusement ce n'est pas aujourd'hui, même si les bailleurs sociaux sont exemptés de paiement, même s'il y a quelques fonds qui quelquefois sont là pour nous aider, les fouilles archéologiques coûtent malheureusement quelquefois très cher
Et quelquefois, il est très difficile, malheureusement, même si j'ai parlé d'anticipation tout à l'heure, il est très difficile de pouvoir anticiper justement ces fouilles. Et quelquefois, on est un petit peu mis devant le fait accompli. Et c'est justement la possibilité de discuter entre nous ce matin. Comment faire pour ne pas avoir trop de soucis et comment faire pour qu'une opération qui normalement devrait bien se passer se termine très mal quelquefois lorsque le montant des fouilles archéologiques est très excessif. Alors, ce n'est, je dirais, les fouilles archéologiques qu'un problème parmi d'autres. On sait bien que des contraintes, que ce soit les promoteurs, quelquefois les agents immobiliers aussi qui sont confrontés à ça, les promoteurs, donc les constructeurs de maisons individuelles, les aménageurs lotisseurs, on sait très bien que des contraintes, on en a énormément. J'en ai listé une dizaine, mais de contraintes environnementales, de contraintes du sous-sol, des fondations spéciales, des contraintes financières avec le pourcentage des ventes par rapport aux fonds propres, les contraintes thermiques, phoniques, les obligations par rapport à la mairie qu'on nous impose, à la direction des territoires, les obligations par rapport au bâtiment de France, les droits de préemption, etc. Il y en a énormément et finalement, et bien aujourd'hui, il faut être costaud pour vouloir envisager la construction d'opérations sur un terrain. Hélène Dartevel nous a dit c'est très intéressant à Clermont parce qu'il y a des vestiges extraordinaires. Et nous on dit ben, on est drôlement heureux, mais enfin ça va peut-être nous occasionner quelques petits soucis. Alors, on lui posera bien évidemment certainement la question de savoir s'il y a une carte, parce qu'il y aurait une carte comme la carte, par exemple, des droits de préemption, ce serait drôlement bien, on saurait exactement où on va. Cette carte, elle existera peut-être un jour, mais dans longtemps, parce que cette carte évolue constamment, donc c'est difficile de donner une carte, mais enfin, Hélène Dartevel nous précisera tout ça. Donc, simplement, les fouilles archéologiques sont qu'une contrainte de plus. Il faut, je pense, anticiper. Et puis, il faut surtout que l'on ait la possibilité d'en discuter ensemble, de façon à ce que ce soit qu'une contrainte parmi d'autres. Et que, bien évidemment, ça n'empêche pas ce matin de passer une bonne matinée en essayant de poser de bonnes questions à Hélène Dartevel, qui nous répondra, bien entendu, certainement très gentiment. Et puis, en essayant de poser des questions, bien entendu, d'une grande courtoisie, même si certains de nos confrères ont eu quelques soucis avec les diagnostics ou les fouilles archéologiques, mais c'est justement pour essayer d'anticiper et à l'avenir, de ne pas avoir tous ces problèmes. Voilà, et bien on va vous passer la parole. Bien, il faut que je tienne le micro. En plus, ça tenir. Vous m'entendez pas ? Non, et puis il faut parler pour que ça soit enregistré. Voilà, donc mon intervention, donc, comme vous l'a dit Nicolas Roux, va être déclinée en deux temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer pourquoi il y a des contraintes archéologiques dans le bassin de Clermont, vous montrer des cartes de répartition, il y aura à l'appui de 2 chiffres, de diagrammes, etc. On va aborder aussi la procédure en termes d'archéologie préventive. Donc, ce sera une première partie plus technique, on va dire, donc qui débouchera sur une discussion ensuite. Et puis après, donc, si vous êtes sage, vous aurez des images. Et on passera en revue les principaux sites de l'agglomération clermontoise, donc avec des photos et les résultats. Voilà, donc je voulais me présenter, donc évidemment, la plupart, enfin quelques-uns en tout cas, que je reconnais dans la salle me connaissent. Donc Hélène Dartevel, je suis ingénieure d'études à la mission de la recherche et de la technologie, donc au ministère de la Culture, affectée en Drac-Auvergne, ici, au service régional de l'archéologie. Donc c'est un service qui comprend une quinzaine de personnes, avec un chef de service qui est Frédéric Letterlé. J'ai d'autres collègues donc, qui sont comme moi, on est 5 ou 6 agents prescripteurs, comme on dit dans le jargon. Dont on est répartis en fait géographiquement. J'ai une collègue qui s'occupe de l'Allier, un autre qui s'occupe de Lezoux, un autre du reste du Puy-de-Dôme, un autre du Cantal et de la Haute-Loire. Donc bon, ces personnes-là, j'avais dit que je vous donnerais les coordonnées, je pourrais vous les faire passer plus tard avec les téléphones et puis les coordonnées courriel. Donc notre mission de l'État, c'est la protection du patrimoine. Donc la protection du patrimoine, bon, ça touche évidemment le domaine de l'aménagement du territoire, puisque on rentre en plein dans l'archéologie préventive, mais c'est aussi la recherche, la coordination de la recherche, la diffusion des résultats. Les acteurs de la recherche, donc on n'est pas seul, on est chargé de coordonner la recherche, effectivement, donc on a un petit peu un rôle
on va dire au-dessus, pour coordonner l'ensemble des agents qui sont les bénévoles. Je les mets en premier justement pour ne pas les oublier, puisque leur travail est toujours resté important au cours de l'histoire de l'archéologie. Il y a les collectivités, puisque aujourd'hui les collectivités se dotent de services archéologiques, le CNRS, la culture dont je fais partie. Il y a les entreprises agréées, on le verra plus tard, qui interviennent dans le cadre des fouilles archéologiques préventives, et puis l'INRAP évidemment et l'université. Alors, donc, nous, pour mieux protéger les sites archéologiques, puisque je rappelle notre mission essentielle, c'est la protection, il faut d'abord les recenser, savoir où ils sont. C'est votre premier problème quand vous aménagez le territoire. Donc, évidemment, le problème, c'est que nous, on parlait de la carte prédictive, on essaye d'en établir, mais on ne sera jamais au top, puisqu'on ne lit pas jusqu'à présent dans la boule de cristal. J'aimerais bien qu'on arrive à développer cette discipline parce que ce serait pratique pour tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas. Ceci dit, on avance quand même par le biais de divers procédés, que ce soit les prospections pédestres, dans le cadre des recherches programmées, les prospections géophysiques, il y a tout un tas de méthodes, la photographie aérienne, il y a le LIDAR aussi également qu'on a mis en œuvre avec le Craig sur la chaîne des Puys et puis dans le bassin de Clermont, sur des petites parties, des carottages, des sondages mécaniques, etc. Sans oublier les enquêtes orales, les études d'archives, tout ça concourt à l'établissement de la carte archéologique et qui nous permet de savoir, grosso modo, et de réfléchir donc, sur l'organisation du territoire depuis la préhistoire à nos jours. Voilà, et de pouvoir dire ici, je pense que ça va être sensible, ici, je pense que ça ne le sera pas, là, je ne sais pas, il faudra quand même qu'on aille voir. Voilà. Donc, alors, le champ d'études que j'ai choisi, c'est le champ d'études de mon travail. En fait, c'est le bassin de Clermont, puisque moi, mon travail est ciblé sur ce territoire-là, qui est très riche en aménagement, donc c'est pour ça que ce n'est pas un département entier. Ça représente à peu près la moitié en termes d'activité, on verra avec les chiffres de l'ensemble de l'Auvergne, ce qui est quand même assez énorme, surtout pour une personne seule. Voilà, donc le bassin de Clermont, je ne vous le commande pas, vous le connaissez. Donc on va utiliser ce fonds donc, qui ne sera pas IGN évidemment, pour la répartition des sites archéologiques. Donc ici il est en couleur, donc vous reconnaissez évidemment, je vais reprendre ma souris, donc le Val d'Allier ici, j'arrive pas, c'est pas grave, le Val d'Allier. Ici le bassin de Sarliève avec son exutoire ici dans la Limagne. On reconnaît ici la petite pustule du puits de Crouel, le plateau de Gergovie, le plateau de Coran. Ici, il y a l'oppidum de Gondole, qu'on connaît, la chaîne des puits ici. Et puis donc la grande plaine de la Limagne ici, qui est extrêmement riche en vestiges archéologiques et qui a été riche en exploitation agricole justement depuis l'origine des temps, ce qui explique aussi la récurrence des occupations depuis très très longtemps. Et puis donc l'amphithéâtre de Clermont ici, qui s'inscrit dans un amphithéâtre naturel. Voilà, donc on va passer à un fond noir et blanc un peu lunaire, mais qui sera plus lisible en termes de répartition des points. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc ici, j'ai fait apparaître l'ensemble des données actuellement recensées sur ce territoire. Donc en rouge, ce sont les vestiges gallo-romains. Actuellement, évidemment, ce sont les plus nombreux, parce que plus les périodes sont récentes, plus les vestiges sont nombreux, parce que les populations se développent de plus en plus, plus on vient vers nous. Donc il y a environ 1500 sites recensés actuellement. Non, 1500 entités ou sites, alors je ne sais plus, ça doit être des entités archéologiques. En fait, nous, on enregistre les vestiges sous le nom d'entité. Une entité, c'est une occupation archéologique, c'est-à-dire on va voir un site néolithique, ce sera une entité archéologique. Mais si sur un site, par exemple, sur une opération de Nicolas Roux, on va voir un site gallo-romain et un site néolithique, on aura donc deux entités, c'est-à-dire une entité gallo-romaine et une entité néolithique. C'est fictif, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Voilà, donc là, l'ensemble des entités, dans ce bassin de Clermont, il y en a environ 2500, ce qui équivaut à peu près à 1500 sites. Voilà, je me suis bien fait comprendre.
Donc là, c'est toute période confondue. Donc en rouge, le gallo-romain, en vert, l'âge du fer, en rose, l'âge du bronze et en jaune, le néolithique. Donc l'objectif de cette intervention aujourd'hui, c'est de bien vous montrer la récurrence des occupations dans ce bassin de Clermont. Enfin, c'est aussi ma difficulté en termes de gestion du patrimoine. Vous avez des difficultés, mais moi aussi j'en ai, parce qu'effectivement, c'est excessivement riche. Donc ici, j'ai cerné en jaune les grands sites néolithiques. En fait, on a de très vastes gisements pour la période du néolithique, donc qui qui commence vers 4500 jusqu'à vers 2500, le début de l'âge du bronze. Au nord, donc on a les sites qu'on a découverts dans le cadre des aménagements du parc logistique. Ici, c'est dans le secteur du Brézet, Pontcharrault, etc. Ici sont les ZAC de Champ-Lamay, Pont du Château. Ici, c'est un secteur que vous connaissez bien puisque c'est Champ-Madame à Beaumont. Un très très grand gisement néolithique qui fait une 50aine d'hectares et dont le regagnant a été en partie Nicolas Roux. Voilà. Et puis donc également ici, ça c'est la ZAC des Assioux à Cournon. Donc là, en quelques années, on a découvert vraiment des gisements exceptionnels, quoi, hein. Et un site est actuellement en cours de fouille, c'est les Quériaux à Cournon. Je ne sais pas donc si vous en avez entendu parler. Donc c'est un site qui a fait l'objet d'une découverte exceptionnelle. Ça fait plus d'1 an qu'il est en cours de fouille. Donc c'est un site important, mais qui est pris en charge par le FNAP. Donc l'aménageur n'a rien à payer. Il y a quand même parfois des voilà, des gens qui ont de la chance. Alors j'ai rajouté maintenant les grands sites de l'âge du bronze, donc on voit qu'ils se remettent un petit peu plus ou moins aux mêmes endroits. Enfin bon, donc ici j'ai un trou, je crois que c'est Gerzat Chantemerle, c'est la grande nécropole qui a été découverte dans les années 2002. Ici pareil, Champ-Lamay, la ZAC des Fontanies, qui a fait l'objet d'une très grande fouille par Clermont Communauté et l'assaut, donc il y a 2 ans, 7 hectares, si je me rappelle bien, de nécropole de l'âge du bronze. Ici, Pérignat-les-Prados, c'était un petit lotissement par la commune de Pérignat. Ici, plusieurs sites aux abords de la Roche-Blanche, c'est le Tourtec, et puis des sites plus anciens. Il y a un rempart également sur le site de la Roche-Blanche. Voilà, donc vous voyez que ça revient régulièrement. Je rajoute maintenant les sites de l'âge du fer. Alors là, ça se complique un petit peu. Ici, on a un très grand gisement, le site d'Aulnat-la-Grande-Borne, qui date, qui apparaît, c'est les premiers éléments d'urbanisation, on va dire, les premières villes. On parle de proto-urbanisation dans ce secteur-là, vers 300 avant. Et puis, on a un déplacement ensuite, je vous l'expliquerai un peu mieux avec une autre diapo, un déplacement en fait des centres de pouvoir sur les oppidats du sud bassin clermontois. Donc on a Gergovie, Coran et puis Gondole. Et puis donc enfin l'Antiquité, donc les centres de pouvoir se déplacent sous la ville actuelle de Clermont. Donc vous voyez, il y a une récurrence de l'occupation et puis on se déplace et on utilise d'autres endroits. Alors la difficulté effectivement, c'est que on dispose d'un vaste espace et sur lequel on s'étale, quoi, et on occupe tout. Alors au final, il y en a partout, quoi. Alors que dans d'autres villes comme Orléans, Marseille, etc., les vestiges vont s'empiler et on aura une stratigraphie très importante, parfois de 10 mètres. Alors ça pose d'autres problèmes en ville, évidemment, mais nous, au contraire, tout est étalé. Donc c'est assez particulier, c'est une difficulté, hein. Pour vous, évidemment, aussi. Voilà, sur ce schéma, c'était pour vous montrer le schéma du déplacement des centres politiques et religieux, donc Aulnat-la-Grande-Borne ici. Donc on pensait au départ que ça se déplaçait sur Coran, après sur Gondole, après sur Gergovie et après sur Clermont. Maintenant, les chercheurs pensent que tout ça fonctionne ensemble. Bon, on a déjà un premier groupe ici vers 300, mais après, au premier avant, on a un ensemble de sites en fait qui se renvoient les uns les autres et qui fonctionnent avec des spécialités, c'est-à-dire Gergovie serait spécialisée dans la défense, Coran dans le domaine cultuel,
un centre politique également important. Et puis ici, plutôt économique, où on aura une espèce de ZAC avant l'heure, en plus en bordure de l'Allier, où on peut produire de la poterie et tout ça, et puis faire descendre la production sur l'Allier. Voilà. Alors donc pourquoi tant de sites, évidemment, donc c'est ce que je vous ai dit, il y a un déterminisme géographique, on est au débouché du Val d'Allier, donc ce sont des terres qui sont riches et cultivables dès le néolithique, donc bon, du coup les populations se déplacent, s'implantent et se sédentarisent là. On a des axes importants en nord-sud et puis en est-ouest, hein, on peut descendre vers le sud le long, on le voit très bien hein, quand on regarde les occupations, on voit qu'il y a des schémas un petit peu linéaires qui se déplacent. Et puis un axe aussi en est-ouest qui apparaît dès la période gauloise et puis qui est repris après pendant l'Antiquité par la voie d'Agrippa, hein, avec la voie Lyon-Saintes vers l'Aquitaine. Voilà, et l'activité aujourd'hui est également très importante. Hein. De toute façon, on peut superposer les vestiges avec la carte des ZAC et puis de l'aménagement du territoire, et bon, ça superpose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en dehors, mais bon. Voilà, donc ces données que je vous présente, bon, moi je suis là, enfin j'ai passé le concours il y a 13 ans, donc j'atterris ici à Clermont. C'est le fruit en fait un petit peu de mon travail, et puis bon, c'est l'observation à l'issue de ces 13 ou je sais plus 14 ans de présence ici, voilà. Alors les moyens de gestion du patrimoine, donc ça, je vous ai représenté ici la carte des zonages archéologiques. Donc c'est un outil dont on dispose pour pouvoir intervenir sur pour pouvoir consulter les dossiers d'urbanisme, voilà, et puis prescrire donc en fonction des permis et puis des aménagements qu'on peut voir. Alors bon, vous voyez que c'est pas zoné partout, hein, et puis c'est parfois aléatoire. Clermont n'est pas zoné complètement, quoique on devrait tendre vers un zonage total de la commune. Mais enfin bon, il ne faut pas que ça fasse peur non plus, parce que le zonage est hiérarchisé, il y a des plafonds, il y a des seuils. Par exemple, dans le centre-ville, on n'a pas de seuil, on prend tout parce qu'il y a des études de bâti qui sont faites sur des petites parcelles, donc on ne peut pas sélectionner. Mais sur le Brézet, par exemple, il y a un seuil qui est à 1000 mètres carrés. Voilà, donc tout ça varie en fonction des communes. Donc il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'aménageurs qui nous saisissent aussi dans le cadre des VRD, des demandes volontaires donc de renseignement. Donc ce qui est bien aussi, parce qu'on intervient toujours en amont des permis de construire. Ça laisse quand même plus de temps à tout le monde pour s'organiser et puis prévoir les contraintes archéologiques en amont. Donc on a les ZAC, on est consulté systématiquement dans le cadre de ZAC et de lotissement aussi au-dessus de 3000 m². Donc c'est des choses qui apparaissent pas dans les zonages, mais dans la mesure où dans le bassin de Clermont il y a énormément de ce type de choses, on reçoit aussi beaucoup de choses. Voilà, et on peut être amené aussi à consulter au coup par coup, selon les informations qu'on a. Si on n'a pas eu par exemple un permis ici et qu'on se dit quand même il faudra aller voir, il y a une emprise importante. Donc on peut être amené à demander le permis en mairie, hein. C'est pas nécessairement que par les zonages qu'on filtre. Voilà. Donc quelques chiffres pour le bassin de Clermont. Au niveau des diagnostics, alors j'ai choisi la période 2002-2011. Pourquoi ? Parce qu'on est doté en fait d'un outil qui s'appelle Patriarche, qui est une base de données couplée à un SIGE et qui nous permet d'enregistrer toutes les données archéologiques. Et donc c'est relié à de la bibliographie, à des sources. Enfin, donc on peut travailler, c'est un outil assez puissant, un peu compliqué, mais assez puissant, qui nous permet de comptabiliser les données. Voilà, donc à partir de 2002, on sait qu'on a réalisé 305 diagnostics dans le bassin de Clermont, donc contre 637 en Auvergne. Donc vous voyez qu'il y a une concentration de l'activité du fait essentiellement de l'archéologie préventive. Hein. C'est pas moi qui le décide le matin en me levant, on va faire un diagnostic là. C'est vos aménagements en fait qui génèrent ces diagnostics. Donc on a réalisé également 38 fouilles
contre 91 en Auvergne. Les fouilles préventives, donc c'est ce qui vient après les diagnostics quand il y a nécessité de réaliser quelque chose de plus important. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Chaque fois qu'un diagnostic est demandé, chaque fois qu'un diagnostic est demandé, on a grosso modo à peu près une chance sur 8 que ça puisse déboucher sur des fouilles complémentaires. C'est à peu près ça. Je sais pas comment... Chance, oui. Oui. Je ne sais pas comment vous avez calculé, mais il faut savoir aussi que, bon, j'ai parlé des fouilles, j'aurais dû mettre les prescriptions techniques avant. La première démarche donc, qu'on doit faire quand un diagnostic est réalisé, donc on se voit en général, on vous envoie un courrier en vous disant qu'il faut prendre en considération le patrimoine et qu'il faut qu'on en discute. Donc la première étape de discussion, c'est savoir comment protéger le patrimoine. La meilleure protection qui soit, c'est qu'il reste enfoui dans le sol. Donc c'est comment vous pouvez trouver des solutions pour rendre compatible votre aménagement et la protection des vestiges in situ, donc par des solutions techniques, des pieux battus, des apports de remblais, des abandons de parking en sous-sol, etc. Donc, et quand aucune de ces solutions n'est possible, que ça ne vous arrange pas du tout, même que certains préfèrent payer la fouille pour être libre de ces mouvements, là, donc on réalise la fouille, mais ça arrive en dernier lieu. Donc j'aurais dû inverser le truc. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a quand même 19 prescriptions techniques qui ont été émises, donc sur 41 en Auvergne. Donc, vous voyez, ça fait en fait 38 plus 19, en fait, si on additionne les contraintes. Et ça fait un tiers sur l'ensemble des prescriptions qu'on va être amené à émettre sur les 305 diagnostics. Ça va faire un tiers sur lesquels donc, il y aura des prescriptions techniques, en fait. Ça réduit quand même, enfin bon... Non, c'est pas satisfaisant, mais peut-être, mais il faut arriver à trouver que vous réfléchissiez aussi de plus en plus à des méthodes, parce que, enfin, moi, je suis pas ingénieur dans le BTP, donc je connais pas tout non plus. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pour les opérations préventives. Il y a également donc les opérations programmées. J'en parle très rapidement, mais ça vous concerne moins, évidemment. Les opérations préventives, en fait, ce sont des opérations qui sont décidées par l'État en fonction des aménagements du territoire. Et puis, les programmer, en fait, c'est autorisé par l'État en fonction de problématiques de recherche bien précises. Voilà, donc là, il y en a 121 dans le bassin de Clermont contre 337 en Auvergne. Bon, c'est pareil, le bassin de Clermont, étant donné la richesse en vestiges, il concentre aussi les chercheurs. On est aussi près de la capitale, donc il y a aussi beaucoup de chercheurs universitaires qui sont là, donc qui génèrent des opérations. Donc pour revenir sur les diagnostics, ce sont qui réalisent les diagnostics, hein. Quand on prescrit un diagnostic, c'est les services de collectivité et l'INRAP. Bon, je précise les services de collectivité et l'INRAP, bien que dans le bassin de Clermont, il n'y ait que l'INRAP, hein. Mais à l'échelle de l'Auvergne, il y a quand même un service de collectivité qui existe dans l'Allier. Je ne sais pas s'il y a des aménageurs dans l'Allier. Donc il y a un service de collectivité qui existe là-bas et donc qui peut réaliser, s'il le souhaite, hein, il le choisit. C'est la plus petite collectivité en fait qui le choisit devant les autres. Si c'est un service de collectivité d'une mairie, c'est elle qui sera prioritaire, hein, on va dire. Voilà. Et donc s'il n'y a personne, par défaut, c'est l'INRAP qui est obligé de réaliser les diagnostics. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, dans le cadre des fouilles, là, donc on est dans un autre cadre. On est dans le cadre de la concurrence. C'est soumis à la concurrence. Bon, l'INRAP reste la première entreprise nationale, mais c'est un EPA, hein, un établissement public administratif. Et il y a d'autres maintenant opérateurs agréés sur le marché. Donc ça, c'est important. Ça fait quelques années que ça vient, que les opérateurs sont là. 5 ou 6, voilà, qui interviennent en tout cas dans le bassin de Clermont, qui sont déjà intervenus avec de bons résultats, qui sont souvent même moins chers que l'INRAP. Bon, après, il y a des agréments aussi, hein, c'est selon les spécialités. Il faut avoir l'agrément requis pour telle spécialité. Hein, si c'est un site sur l'âge du bronze, ça va être plutôt Paléotime et puis Archéodunum que Hadès ou Oxford Archéologie et d'autres. Voilà. Seul l'INRAP peut intervenir sur toutes les périodes actuellement. Donc si vous avez un site avec plusieurs périodes représentées, vous risquez de retomber sur l'INRAP et de ne pas avoir
de ne pas pouvoir soumettre la concurrence. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Alors, donc ici, voilà un petit diagramme pour vous montrer le nombre donc des opérations préventives, des aménagements techniques, des opérations programmées dans le bassin de Clermont en Auvergne. Donc ici en bleu, c'est le bassin de Clermont, en rose, c'est l'Auvergne derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Donc à droite sont les opérations programmées. Ici, les modifications techniques de projet. Ici, les fouilles préventives et ici, les diagnostics. Les diagnostics, il y en a 200 en fait sur, j'arrive pas à lire là-dessus, 347. Donc 83% dans le bassin de Clermont de diagnostics réalisés. En fouilles préventives, il y en a 72%. Modification de projet, 86%. On en a plus ici. Et puis en opérations programmées, oui, c'est les opérations programmées, ouais, 36%. Ça, donc, ce sont les nombres. Les nombres de diagnostics, fouilles, aménagements techniques en Auvergne, donc par département. Donc ici, on a l'Allier, ici le Cantal. Alors, vous voyez qu'il y a très peu d'opérations dans le Cantal, donc c'est peut-être un bon plan pour aller aménager sans contrainte archéologique. Voilà. Et donc on voit dans le Puy-de-Dôme, ici, les diagnostics, hein, ils sont en pic, hein, c'est important. Les fouilles préventives, c'est là où il y en a le plus aussi. Des modifications techniques du projet, c'est là où il y en a le plus aussi. Alors bien sûr, ici, ce sont les nombres. Alors les données changent quand on s'exprime en termes de surface, puisque oui, c'était là. Oui, en nombre. Je sais plus. En surface, les surfaces de diagnostic et de fouilles en Auvergne. Donc le pourcentage est plus important dans le Puy-de-Dôme. Je ne sais plus ce que je voulais dire là. J'ai un trou. Mais les surfaces sont plus importantes dans l'Allier. Ouais. Oui, alors donc les surfaces sont plus importantes dans l'Allier. Oui, enfin en nombre, on a moins d'opérations dans l'Allier, ce que je voulais dire, parce qu'en fait les surfaces sont beaucoup plus importantes. Il y a des énormes projets d'aménagement. Il y a eu un golf qui faisait 300 hectares. Enfin, il y a des trucs monstrueux. Il y a la RCEA, il y a beaucoup de linéaires, enfin beaucoup de ZAC. Alors que bon, nous, ce sont des ZAC qui sont quand même plus réduites. Et puis on a beaucoup de prescriptions de diagnostic aussi sur des petites parcelles. En urbain, par exemple, on va avoir des parcelles qui vont faire 400 mètres carrés. Donc ça veut dire beaucoup d'actes administratifs, beaucoup de prescriptions. Mais au final, on va en surface représenter en fait beaucoup moins, quoi. Hein. Oui. Alors, Philippe, dans le micro. Vous venez de parler d'un golf de 300 hectares, mais le propre du golf, c'est de ne pas détruire ce qui est dans le sous-sol. Ça fait l'objet d'une fouille. Si, justement. Je ne peux pas trop parler de ce dossier parce que je ne le connais pas. Il faudrait voir avec ma collègue. Mais il y a apparemment, si, des destructions parce qu'ils aménagent en déblais, en remblais, etc. Ouais. Oui, peut-être bien, oui. Oui. Donc, mais effectivement, à chaque fois qu'il y a un aménagement, nous on prescrit les fouilles en fonction de l'impact que l'aménagement aura dans le sous-sol. Hein. Donc oui, alors ici, pour vous montrer les opérations programmées et leur diffusion, donc il y en avait 121 dans le Puy-de-Dôme. C'est zoné en bleu parce que les opérations programmées, elles interviennent moins ponctuellement évidemment. On a des prospections inventaires sur des territoires, des prospections thématiques, etc. Il y a des projets collectifs de recherche, il y a des fouilles programmées également. Hein. Bon, c'est pour vous donner cette image-là, ça nous aide quand même pas mal dans la compréhension de l'occupation du bassin de Clermont. Alors les opérations archéologiques préventives, là, la diffusion, elle est en forme de points. Donc on a l'impression, il y a 328 opérations recensées entre 2002 et 2011. On a l'impression d'une très forte concentration sur la ville de Clermont, mais parce que c'est un nuage de points. Mais quand on change et qu'on se met
comme ici par exemple en surface, les données changent et puis là on voit très bien en fait l'aménagement du territoire, hein. On voit ici donc le contournement de Beaumont. Ici c'est les les opérations de Beaumont, Chambanam, etc. Ici la Grande Halle, Sarliève. Ici le contournement sud-est, hein, on voit tout ça, le parc logistique là-haut, Champ-Lamé, enfin on reconnaît tout de suite vos aménagements en quelque sorte. Et on voit ici qu'il y a un semis de points là, parce que Clermont, ce sont des petites parcelles, en urbain du coup il y a un semis d'intervention. Donc là on va zoomer. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez retrouver peut-être vos opérations les uns les autres. Ici, c'est la Combaude, etc. Clermont-la-Combaude. Ici, c'est la ZAC de Trémontais, voilà, le centre-ville. Ouais. Et ici, ça doit être l'incinérateur. Je ne reconnais plus. Si, ça doit être ça. Ouais. Je rezoome aussi sur le centre-ville. Donc là, on voit que les parcelles sont de plus en plus petites également. Donc on ne fait pas que des sondages archéologiques, on fait aussi des études de bâti, hein, bon, qui ne sont pas forcément réalisées à l'appui de sondages, comme vous les voyez le plus souvent dans les parcelles du centre. Hein. Donc on reconnaît Jaude, ici, enfin bon, la rue Gabriel-Péry, donc c'était par là, etc. Donc les prescriptions techniques, voilà, diffusion des points des 19 prescriptions techniques qui ont été émises. Bon, ça donne pas grand-chose. Alors, des exemples de prescriptions techniques réalisées. Bon, c'était juste pour pouvoir les évoquer. Dans les dernières, justement, bon, j'ai pris l'exemple de Landes Grand Frais parce que j'ai pu passer devant, prendre une photo. Donc là, comme dans toute la Limagne, tout ce qui est hors Clermont, souvent on est amené à prescrire des remblais et puis surtout des pieux battus parce que c'est très peu perturbant pour le sous-sol. Ça supporte des maillages larges de 5 à 10 mètres, donc c'est vraiment bien. C'est des impacts faibles de 15 cm. Là, dans le cas présent, on avait des vestiges qui étaient très affleurants, qui étaient sous la végétale. Donc on a demandé donc, à ne pas terrasser la végétale et à installer un bidime, un géotextile, plus un apport de 50 cm de remblai, et puis donc pose du bâtiment. Donc ça se fait assez bien partout autour de Clermont. Ça, c'est un système qui marche bien, on va dire, qui pose apparemment pas trop de problèmes, surtout dans le cadre de grands bâtiments, puisque, si j'ai bien compris, c'est surtout la machine qui coûte cher. Et son déplacement pour des petites structures, c'est peut-être moins évident. Et puis un autre exemple ici, donc la rue Bansac. C'est un exemple en urbain. C'est toujours plus difficile d'émettre des prescriptions en urbain, parce que c'est toujours très contraignant pour vous. Enfin, il y a toujours le problème des parkings, d'un tas de choses, voilà, des niveaux de sol. Et là, on était dans le quartier résidentiel, donc des domus, des maisons de notables du versant est de la ville antique, de la butte de Clermont. On avait une domus, on avait une mosaïque, et là, donc, l'aménageur a pu réaliser une dalle portante. Donc là, pas de fondation en pieux. Donc là, c'est vraiment un exemple qui est rare, parce que c'est le seul que j'ai sur Clermont comme ça. Mais en tout cas, ça a été réalisé. Voilà. Dans d'autres cas, on peut être amené à tolérer des pieux en urbain quand le maillage est quand même relativement large également et quand on peut aussi mettre des pieux tubés, chemisés pour éviter la diffusion du béton dans les interstices archéologiques, parce que ça, c'est très pénalisant aussi, selon ce qu'on utilise comme technique. Quand c'est des envois sous pression, enfin vous me corrigez aussi si je dis des bêtises, et ben là ça fuse dans les interstices qui sont laissés dans les niveaux archéologiques, puisqu'il y a des vides, et là ça part. On a déjà pu voir le résultat de ces dégâts dans des fouilles sur Marseille, je crois. On a été ramené à redécaper près des bâtiments qui ont été construits il y a une vingtaine d'années. Alors, la procédure en archéologie préventive. Donc, vaste sujet. Donc, alors, tout est dans le livre 5 du Code du patrimoine, hein, puisqu'il a été... il reprend, on va revoir après, hein, je vous ai tout mis
dans ces fiches en fait, que j'ai remis sur le... Vous m'aviez demandé... J'ai remis ça sur le site internet Augusto Nemetum. Là, vous avez des cartes qui sont diffusées à l'entrée. Bon, c'est pas forcément le lieu pour le mettre, parce que c'est un site qui montre les résultats obtenus sur la ville antique de Clermont-Ferrand, qui vous donne aussi un petit peu les aspects que j'ai abordés autour de la ville sur les occupations antérieures. Mais donc, il y a une rubrique dans les liens utiles où il y a la réglementation, la législation, puis des renvois à des sites. Voilà. Et vous aurez ces petits résumés que je vous ai rédigés là. Alors donc les diagnostics, bon, on les réalise pour pouvoir vous renseigner, évidemment. Hein, c'est lié aux aménagements du territoire. Ça nous permet en fait de vérifier quand on pense qu'il peut y avoir des vestiges, ou de vérifier qu'il n'y en a pas, parce que ça peut être aussi important. On a le cas sur un dossier. Ça ne génère pas forcément donc, une intervention derrière, mais pour nous, ça peut être important de vérifier que ce secteur, on l'abandonnera par la suite en termes de prescription. Voilà, on va vérifier des vides aussi. Donc, faut pas, quand on prescrit, il ne faut pas toujours vous dire « Ouh là là, derrière, il y aura des fouilles ». Enfin bon, dans la majorité, c'est ça, mais ce n'est pas toujours. Voilà, donc... comme je vous l'ai dit, bon, les diagnostics sont réalisés par les services de collectivité et par l'INRAP par défaut. Donc les prescriptions techniques, on les a abordées, donc rendre compatible l'aménagement projeté et la protection du patrimoine par des méthodes bon, voilà, dont il faut discuter au cas par cas, parce que c'est en fonction aussi du type de vestiges rencontrés. C'est vrai qu'on ne protégera pas de la même manière des sépultures, une nécropole, des mosaïques, qu'une occupation plus diffuse, par exemple, néolithique ou autre. Enfin bon, il y a différents types d'occupations selon leur nature, selon leur concentration. Bon, à chaque fois, il faut rediscuter au cas par cas. Alors les fouilles, donc c'est le dernier recours en termes de protection du patrimoine avant la destruction. Hein, elles sont autorisées pour pouvoir permettre la destruction. Donc l'aménageur paye ce qu'il casse, quoi. Bon, c'est ce qui est prévu par la loi. Bon, il y a quand même des aides, des subventions, puis des prises en charge par le FNAP, on le verra également. Donc alors ça passe par un arrêté préfectoral et un cahier des charges de fouilles préventives, donc qui est envoyé au maître d'ouvrage dans un délai de 3 mois, donc à réception du rapport de diagnostic de l'INRAP ou des services de collectivité. Enfin, ce délai court dans le cadre des dossiers d'urbanisme, mais il ne court pas quand c'est dans le cadre d'une saisine volontaire, où là, il court à partir du moment où vous nous confirmez votre intention de poursuivre les travaux. Voilà, ça vous laisse, si vous voulez, ce délai de 3 mois, c'est pour vous couvrir, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de dérive côté administratif, voilà, où on laisserait traîner les choses pendant 12 mois. Là, il y a un délai strict. Après, vous n'êtes pas obligé de passer l'appel d'offres. Et puis, si vous avez des retards dans votre projet, ce qui est souvent le cas aussi, hein, voilà, ça permet de vous protéger. Donc là, quand vous l'avez reçu, vous pouvez passer un appel d'offres auprès des opérateurs agréés. Donc vous avez la liste sur Internet. Hein, et donc, alors vous avez une liste qui est assez impressionnante, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de services de collectivité hein, dans toutes les régions. On a beaucoup, il n'y a qu'en Auvergne où il y en a quasiment pas, quoi, ce qui est vraiment dommage, hein, parce que ça donnerait plus d'air. Ça permettrait de réaliser les diagnostics aussi plus rapidement, voilà, ce qui est quand même important. Donc il y a quand même plusieurs opérateurs agréés qui interviennent en région, enfin pour en citer quelques-uns, il y a eu Paléotime, enfin ceux en tout cas qu'on a rencontrés dans le bassin de Clermont. Paléotime est intervenu sur le site de l'incinérateur avec un agrément sur le néolithique, âge du bronze. On a eu EVA qui est une entreprise de Limoges qui est intervenue sur le site de la rue Gabriel Péry. Hades également qui est intervenu rue de l'Oratoire sur des travaux de l'office, qui était très bien également, qui a vraiment bien travaillé. Également sur le site de l'enceinte médiévale de la rue Boireau. Et puis Archéodunum également, intervenu rue sous les Augustins. Donc il y a Oxford Archéologie aussi, que je ne connais pas, qui ne sont jamais venus encore en Auvergne. Il y en a quelques autres, et il y a Iker également, d'autres qui ont des spécificités plus marquées sur... l'étude des souterrains, par exemple, ou enfin bon, après vous allez voir sur le site et vous aurez tout ça.
Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter également, hein. Donc, alors ensuite, une fois que vous avez passé l'appel d'offres, donc la loi est assez mal faite là-dessus, parce qu'en fait, vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul avec les opérateurs agréés, de choisir vous-même, alors que vous n'avez pas forcément les compétences en archéologie. Enfin, vous pouvez avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage, mais enfin, bon, c'est toujours assez compliqué. Et la loi prévoit en fait que nous, on n'intervienne qu'à la fin, un petit peu en censeur, parce que si le contrat que vous avez signé avec l'opérateur ne nous va pas, que ça ne respecte pas le cahier des charges scientifiques, on peut dire non, ça ne va pas. Et là, alors que vous êtes calé au niveau des plannings avec l'opérateur, là, tout est par terre. Donc, c'est pour ça que je vous alerte. Il faut vraiment... Enfin, n'hésitez pas à nous solliciter en amont, quoi, pour éviter ce problème. Nous demander en amont, avant la signature du contrat, à quelque niveau que ce soit, évidemment sauf à l'ouverture des appels d'offres parce qu'on n'a pas le droit d'y être, mais à quelque niveau que ce soit, vous pouvez nous demander notre avis sur tous les points que vous souhaitez. Est-ce que ceci, ça respecte bien le cahier des charges? Vous pouvez nous envoyer par mail, c'est ce que la plupart des aménageurs font maintenant, hein, pour éviter le coup près à la fin, parce que, encore une fois, la loi n'est pas toujours bien faite. Voilà, donc nous, on intervient à la fin pour valider le contrat d'opération par la désignation du responsable d'opération, qui est un arrêté préfectoral et qui donne le top départ en fait, de l'opération archéologique, de sa mise en œuvre. Oui ? Si, parce que sinon, ce n'est pas enregistré. Vous ne pouvez pas, à ce stade-là, intervenir uniquement sur une modification de la méthodologie ou proposée par l'organisme qui va effectuer les fouilles. Vous refusez d'agréer la prestation. Vous ne pouvez pas l'amender en disant au maître d'ouvrage faites préciser ce point ou faites le modifier de telle manière qu'il corresponde à notre cahier des charges. Non, c'est un refus. La loi prévoit, oui, que vous nous envoyiez le contrat signé, et puis nous, on a soit 2 mois pour signer, pour envoyer l'arrêté de désignation du responsable d'opération qui est le top départ de l'opération, comme je vous le disais, ou alors on a 15 jours pour vous dire non, ça ne va pas, c'est-à-dire qu'on refuse. C'est quand même un courrier qui dit on refuse. Et vous êtes obligé de revoir avec l'opérateur, voilà. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux nous solliciter avant et que ça se fasse par mail ou par réunion, etc. Enfin, c'est ce que je vous recommande, quoi, hein. Parce que le responsable n'est pas forcément bon pour la période concernée. C'est souvent le cas, hein, parce que les opérateurs agréés sont souvent des boîtes qui sont jeunes, avec des responsables qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et parfois, on le demande et c'est exigé dans le cas d'opérations qui sont très importantes, hein. Sinon, on court à la catastrophe, quoi. Ou parce qu'il y a des choses qu'on avait prises dans le cahier des charges qui ne sont pas respectées, il n'y a pas tel spécialiste, ou que l'opération est sous-dimensionnée, ça peut être le cas, hein. On sait que... C'est pas quelque chose qui doit arriver régulièrement avec l'INRAP, parce que l'INRAP a l'habitude certainement aussi. C'est arrivé à Jaude. C'est arrivé pour la fouille de Jaude, on était obligé de refuser, c'était extrêmement sous-dimensionné. Puis de toute façon, on avait fait réévaluer l'opération, on a vu encore après qu'il y a eu une découverte exceptionnelle à la fin, on était obligé de renégocier avec la ville une prolongation. Donc il faut éviter ça aussi au maximum, puisqu'il faut qu'on lève l'hypothèque archéologique, donc il faut qu'on le fasse dans de bonnes conditions. Si on ne peut pas lever l'hypothèque et qu'on détruit tout, c'est plus bon, quoi. Voilà. Non, simplement, je regarde Marie-Luce. Non, mais des questions avec la salle. Oui, je regarde aussi l'horaire, mais Madame Dartevel tient bien. Donc là, je crois que vous arrivez à la fin de votre première présentation, voilà, avant qu'on puisse avoir un moment d'échange avec la salle. Voilà. Alors, ce petit diagramme vous montre justement la répartition des opérateurs, toujours entre 2002 et puis 2010. Donc, on voit bien... Donc on voit ici, donc il y a le SAP de l'Allier qui intervient, c'est le service de collectivité, hein. Ah, c'est un peu coupé en bas, oui. Puis moi aussi, il y a juste les dates. Ouais. Oui, on voit quand même, oui, il y a que les dates qui disparaissent, voilà, 2009-2010.
Les opérateurs en bleu, les opérateurs privés, hein. Et puis l'INRAP au fond, donc en bleu clair. Alors, on voit ici qu'il y a que les opérations se réduisent, enfin pour l'INRAP en tout cas. Ici, il y a une remontée, puis il y a eu 2 grosses opérations en 2010 donc qu'ils ont eu, qui traitaient plusieurs périodes, où il fallait l'agrément sur plusieurs périodes. Donc on voit l'arrivée timide donc des opérateurs privés, et puis là maintenant, ils commencent à étrauder, puis à intervenir de manière plus... Donc, juste pour noter, là, on voit aussi au fond les interventions. Ici, il y a un énorme pic en 2003 qui est dû dans l'Allier, en fait, aux fouilles qui ont été liées à la RCEA. Il y a eu de grosses opérations. Il y a eu la 89 également cette année-là, et qui a fait monter en flèche les opérations de fouilles. Donc là, c'est vrai qu'on peut se demander ce qui s'est passé, mais voilà. Ceci explique cela. Alors, le financement de l'archéologie préventive. Donc, vous avez tous entendu parler évidemment de la RAP, la redevance d'archéologie préventive, donc qui intervient sur un prélèvement sur tous les aménagements du territoire, donc au-dessus de 3000 m² d'assiette ou de 1000 m² de chaunes. Cette RAP alimente donc le FNAP à hauteur d'un minimum de 30%. Donc le FNAP, c'est le Fonds national de l'archéologie préventive. Ça prend en charge les opérations logement social, les maisons individuelles, les lotissements, etc. Et ça, c'est les prises en charge. Il y a également les subventions, donc des subventions selon les critères d'éligibilité et qui sont toujours à concurrence jamais au-delà de 50%. Donc ça alimente également les diagnostics, hein, puisque c'est là-dessus que sont réalisés les diagnostics à la fois par les services de collectivité et par l'INRAP, donc à hauteur de 68,5%. Donc l'INRAP est financé grâce en partie à ça. Il est financé ensuite par les fouilles préventives et par également des subventions de l'État, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Donc l'État renfloue tous les ans à hauteur de 25 millions cette année. Ce qui n'est pas très normal non plus. Il y a un problème sûrement d'organisation. Alors le fait générateur de la RAP, donc je vous l'ai dit, ça intervient sur tous les projets de 3000 m² d'assiette, de 1000 m² de chaunes. Donc il y a des exonérations, logement social, les travaux agricoles et forestiers, les maisons particulières, les lotissements et les actes depuis 2004, hein, dans le cas des diagnostics. Voilà. Dans le cadre des demandes volontaires, des saisines volontaires, la taxe, elle intervient à hauteur de 49 centimes d'euros du mètre carré. Donc c'est un chiffre qui évolue en fonction de l'indice du coût de la construction. Il est monté jusqu'à 52, je crois, puis il est redescendu cette année à 49. Au départ, il était 30 ou 32, je ne sais plus. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la RAP et les diagnostics. Et puis donc après, les principaux financeurs de l'archéologie préventive, évidemment, c'est les aménageurs, pour toutes les fouilles qui ne sont pas prises en charge dans tous les cas évoqués. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les lotisseurs sont pris en charge. Alors ces choses vont changer, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très juste par rapport aux autres aménageurs, notamment le cas que vous citiez en ville tout à l'heure, les aménagements privés qui font aussi des logements. Pourquoi on prend en charge des constructions de maisons dans le rural et pas des logements d'appart en ville? Enfin, je ne vois pas très bien la différence non plus. Mais bon, ça devrait changer. Je crois que la loi va à nouveau évoluer sur pas mal de points en fin d'année. Voilà également un autre financeur, l'État, dans une moindre mesure, hein, je l'ai mis à la fin évidemment, dans le cadre des découvertes fortuites et puis des fouilles programmées. Bon. Pour mémoire, les fouilles programmées, par exemple, à l'échelle de l'Auvergne, ça représente 450 000 euros, 500 000 euros. Hein, c'est quand même pas monstrueux. Il y a aussi des subventions des collectivités. Moi, j'ai un programme de recherche sur la ville antique. L'État subventionne, mais également le Conseil général, le Conseil régional... et les autres collectivités, les villes, commune de Serra, commune de Clermont, Clermont Communauté, etc. Quelques chiffres, pas pour vous assommer avec ça. Donc la RAP que j'ai pu avoir récemment,
En 2010, au niveau national, la RAP, ça représente 84,5 millions d'euros. Le FNAP, 21 millions. Les prises en charge accordées, donc 40 millions. Les subventions accordées, 1 million. Le budget de l'INRAP, 153 millions. Voilà. Je passe sur les détails, sur les modalités de recouvrement de la RAP, parce que je ne suis pas très au fait de tout ça. Enfin bon, c'est liquidé par les DDT, les mairies, et aussi par la DRAC, selon les cas. La propriété des vestiges, ça c'est une chose qui est importante aussi et qui a changé au cours des années. Alors aujourd'hui, c'est la commune maintenant qui est propriétaire à partir de 2004 des vestiges qu'on trouve dans le sous-sol quand on fait une fouille archéologique, tous les vestiges immobiliers. Par exemple, rue de l'Oratoire, on a découvert des mosaïques et des enduits peints. Donc c'est la commune qui est propriétaire et donc c'est à elle de prendre en charge le coût aussi de leur, de leur prélèvement, de leur restauration, etc. Alors qu'avant, si on a des mosaïques qui sont dans des dépôts, etc., il faut savoir qui était le propriétaire à l'époque. Entre 2002 et 2004, c'était l'État. Donc il s'est vite débarrassé du problème sur les communes. Et avant 2002, c'était le propriétaire de la parcelle. Ça pouvait être donc l'aménageur. Les vestiges mobiliers, donc c'est tout ce qui est fongible, céramique, etc., faune, tout ce qu'on trouve dans les niveaux archéologiques qui nous servent à dater les couches. Donc dans le cadre des fouilles préventives, c'est pas pareil que dans le cadre des découvertes fortuites ou programmées. Donc c'est moitié-moitié État propriétaire. Voilà. Il y a une appropriation publique, une revendication ou renonciation du propriétaire. Je crois qu'il y a 1 an pour ça, et puis il y a un délai d'étude de 2 ans de toute façon dans le cadre des fouilles, et après on reverse le mobilier s'il est revendiqué. Bon, la plupart des aménageurs le font pas parce que ça peut paraître intéressant quand on trouve des beaux objets. Enfin, trouver des beaux objets, ça reste assez rare. Il faut voir qu'aussi derrière les beaux objets, il y a des caisses et des caisses de matériel, de céramique, de tuiles, de choses très encombrantes, et puis de restes aussi phoniques, de restes de mobilier ferreux qui demandent des conditions particulières de conservation. Donc il faudrait que l'aménageur ou le propriétaire prenne en charge. Donc dans ces cas-là, il verse tout à l'État et puis l'État se débrouille. Voilà. Dans le cas des découvertes fortuites, c'est moitié inventeur, moitié propriétaire. Donc c'est un autre mode de gestion. En programmé également, c'est différent, c'est le propriétaire directement. C'est vrai que c'est un peu compliqué, moi-même, il faut que je révise de temps en temps. Alors les principaux textes de loi, voilà, et puis on en aura fini pour la première partie. La Convention de Malte, c'est important, c'est la première réglementation européenne qui a été en vigueur en 1996. Donc ensuite, le plus important maintenant, ce qui fait référence, c'est le Code du patrimoine, le livre 5 du Code du patrimoine, la partie législative. Donc il codifie la loi de 41, auquel on a fait référence tout le temps jusqu'alors. La loi aussi du 7 janvier 2001, qui réglemente l'archéologie préventive. Et puis elle codifie le décret 2004-490 que vous devez voir apparaître dans tous les courriers qu'on a fait jusqu'à présent, du 3 juin 2004, qui est relatif donc aux procédures administratives, financières, etc. de l'archéologie préventive. Donc ce décret a été abrogé récemment et maintenant il est versé au Code du patrimoine qui a été repris. Voilà, et puis donc les autres sont moins importantes. Bon, toujours le code 322.3 du Code pénal qui pénalise la dégradation des vestiges archéologiques, 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende. Bon, c'est pas très cher quand même, 100 000 € par rapport au coût des fouilles, mais... Non, c'est les 7 ans. C'est les 7 ans. Les 7 ans, c'est peut-être... oui. Voilà, donc c'est la fin de la première partie de l'exposé. Donc si vous souhaitez qu'on discute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, puisque cette première partie, à la demande de Nicolas Roux, c'était bien positionner le périmètre d'intervention de la DRAC. Quel était...
c'était parfait. Quels étaient justement les objectifs qui étaient portés par la délégation régionale aux affaires culturelles? Et puis, je pense qu'on peut avoir maintenant un petit moment d'interrogation ou d'échange aussi, hein, peut-être, sur, sur des chantiers qui ont pu... Commentaires, remarques, messieurs les présidents? Non? Non? Ou on poursuit J'étais aussi claire que ça m'étonne. Ou alors vous avez dormi? Non. Puisque la poursuite de cette intervention, c'est aussi comprendre sur cette deuxième partie à quoi servent ces